Voilà, bonjour à vous, bienvenue ce samedi matin pour notre débat éducatif qui sera consacré à Convergence pour l'éducation nouvelle et à la Biennale qui s'est passée il y a quelques semaines à Bruxelles. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et chargé de l'organisation des débats et des webinaires de notre association. Je suis accompagné pour ce webinaire par Ben Aïda qui interviendra régulièrement pour relayer vos commentaires et interventions depuis le chat. Bonjour Ben. Bonjour, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis également formateur et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Et effectivement, je vous attends dans le chat pour vos questions et vos commentaires. À tout de suite. Voilà, et ce chat ne se perdra pas dans l'infini du web, puisqu'il va être synthétisé par Assagori et il figurera sur notre site web des cahiers pédagogiques. Assa, bonjour. Bonjour, je suis Assagori, je suis professeure de SVT dans le secondaire et membre du CRAP Cahier Pédagogique depuis quelques années. Voilà, et quand nous mettrons en ligne, c'est-à-dire dans les 48 heures, je pense, la synthèse du chat figurera donc sur le site des cahiers. Il suffit d'aller dans nos autres publications, je crois. Convergence pour éducation nouvelle est un collectif d'associations pédagogiques et d'éducation populaire, donc nous ne parlons pas uniquement d'école, qui comporte 9 membres fondateurs, qui sont, mis à part ceux qui participent à ce débat, la Fédération des établissements, la FESPI, pardon, j'ai eu un trou, Fédération internationale des CMEA, la Fédération internationale des mouvements de l'école moderne pédagogie freinée, et le lien international d'éducation nouvelle. Malheureusement, tous ces mouvements ne peuvent pas participer à ce webinaire pour des raisons techniques de nombre de personnes et nous vous recommandons de vous référer à la page à propos sur le site de Convergence pour avoir plus de renseignements. D'autres mouvements internationaux et nationaux, on a cité l'Axas tout à l'heure, nous rejoignent en ce moment même, nous en parlerons plus loin. Il y a eu dans la demi-heure qui a précédé cet enregistrement, il y a eu dans le quart d'heure, un petit passage où les gens se sont exprimés sur la question de qu'est-ce que l'éducation nouvelle représente pour vous. Nous y ferons régulièrement référence et peut-être donc voilà un hors texte, un hors que les personnes qui écouteront ce webinaire n'auront pas, mais voilà la raison. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Luc Casaillon, Florie Christofoli-Coulon, Cécile Morzadec, Yves Reter, et chaque invité se présentera lors de sa première intervention. Alors pour commencer, donc tous les quatre, je propose à Jean-Luc par exemple, par ordre alphabétique, de commencer. Que représente pour vous, donc répondons également nous aussi rapidement à que représente pour nous l'éducation nouvelle pour vous. Donc, question à laquelle j'ajouterai, pourquoi parler encore d'éducation nouvelle des dizaines d'années après la disparition des fondateurs et des fondatrices? Jean-Luc, bonjour. Bonjour, donc Jean-Luc Casaillon, je suis militant des CMA en France et membre par ailleurs du comité de pilotage de la Biennale et de Convergence. Euh, je commencerai par dire pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui. Tout bêtement parce que l'éducation nouvelle est encore vivante et que malgré le temps qui passe, les militantes et militants de l'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire pas uniquement les acteurs de l'école, mais également ceux qui agissent dans le champ des loisirs, de l'animation, du travail social, les acteurs de la culture, beaucoup de ces praticiens agissent au quotidien en référence aux valeurs et aux principes de l'éducation nouvelle. Donc nous sommes encore vivants et nos mouvements en témoignent. Alors, ce que ça représente, l'éducation nouvelle aujourd'hui pour moi, et je pense pour un grand nombre d'entre nous, eh bien, ce sont les valeurs d'émancipation, comme le citait Philippe Mérieux, s'émanciper et s'associer sont les deux démarches inséparables qui conditionnent l'accès au statut de citoyen. Ce sont donc les deux objectifs que l'éducation doit se donner prioritairement. Et moi, j'adhère complètement à cette vision d'une éducation émancipatrice qui s'appuie sur une relation étroite entre le projet individuel, le projet éducatif individuel et puis le collectif, les collectifs. Faire du commun aujourd'hui est une nécessité absolue, tout en considérant les singularités. Et tout à l'heure, l'un des intervenants faisait référence à la question de la singularité de chacun d'entre nous.
Et je voudrais, pour finir cette première intervention, citer de nouveau Philippe Mérieux, qui disait dans son ouvrage « Apprendre, oui, mais autrement », éduquer quelqu'un, c'est lui apprendre à penser par lui-même et à n'effectuer que les actes qu'il aura librement choisis. Émancipation, créer du commun et permettre à chacun de pouvoir comprendre le monde qui l'environne pour pouvoir agir dans cet univers-là sont les références, moi, qui m'animent au quotidien. Merci Jean-Luc. Florie, toi tu es comment dire, sur le terrain encore et toujours. Et quelle réponse peux-tu amener à cette question, Florie? Donc moi, je suis Florie Christofoli-Coulon, enseignante dans le premier degré en éducation prioritaire. Je suis formatrice aussi et membre du GFEN. Pardon, Florie, est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu de ton micro parce qu'en Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est nettement mieux et ton image apparaît. Voilà. D'accord, je recommence alors. Donc, Florie Christofoli-Coulon, je suis enseignante dans le premier degré en éducation prioritaire et je suis également formatrice, membre du GFEN. Donc, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, pour moi, avant tout, l'éducation nouvelle, c'est un projet politique qui permet de résister à celui qui est mis en œuvre actuellement, qui individualise et qui met en concurrence. Donc, on a parlé de l'émancipation intellectuelle par les savoirs, la culture, mais aussi le pari fait que chacun et chacune est capable de penser par lui-même, de développer des outils pour agir, pour penser le monde et le transformer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en tant qu'enseignante, pour moi, c'était une formidable découverte qui a totalement modifié ma vision du métier. J'ai découvert l'éducation nouvelle par l'intermédiaire du GFEN. Ça faisait 10 ans que j'étais en classe. Je passais la certification pour être formatrice. Et donc, j'avais l'impression de maîtriser un certain nombre d'aspects, mais il y avait encore beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, des obstacles que je n'arrivais pas à dépasser. Et donc, rencontrer le GFEN, ça m'a permis de comprendre que les démarches d'apprentissage, elles n'étaient pas neutres. Et que, comme le dit Jean Bernardin, qui est membre du GFEN, ancien formateur, que les démarches, elles véhiculent bien plus que le concept enseigné et qu'elles sont porteuses de valeurs. Et c'est vraiment ça que m'a apporté l'éducation nouvelle. Ça m'a permis de mettre en accord mes valeurs avec mes pratiques au quotidien et ce qui était pour moi fondamental pour bien me sentir dans mon métier. Et puis enfin, pour moi, l'éducation nouvelle, c'est un espace de liberté et aussi un espace de réflexion collective. Un espace de liberté d'abord parce que dans une période où, alors je parle en tant qu'enseignante, même si j'ai bien entendu déjà que l'éducation nouvelle va bien au-delà de l'école, mais en tant qu'enseignante et enseignant, on est de plus en plus dépossédés de notre pouvoir d'agir. Et pour moi, l'éducation nouvelle, ça me permet de construire des outils pour penser et concevoir ma classe et reprendre la main sur mon métier. Et puis aussi, l'éducation nouvelle, quand j'ai rencontré le GFEN, ça a relancé une dynamique qui a permis de se rencontrer avec des collègues et de créer des espaces de réflexion, des espaces où on peut penser ensemble les enjeux, les finalités de l'école, des espaces où on est en sécurité pour expérimenter, pour faire part de ses doutes. Et je pense que sans l'éducation nouvelle, je serais peut-être plus enseignante aujourd'hui. C'est ce qui continue à donner du sens à mon métier et à me donner du plaisir à enseigner. Merci Florie, moi qui ai fini ma carrière maintenant puisque je suis retraité depuis quelques semaines. Est-ce que l'éducation nouvelle, je rebondis sur ce que tu viens de dire, finalement change la vie? Et évidemment, c'est une question rhétorique puisque je l'ai vécu, Florie. Oui, je pense que ça fait aussi qu'on se sent moins seul, parce qu'on peut être très seul dans les classes, et donc de pouvoir s'appuyer sur les grands penseurs, les fondateurs, etc., pour étayer sa pratique, argumenter. Ça permet, oui, de se donner du courage et puis des éléments pour continuer à avancer et pour avoir, pour continuer à se dire que ce métier a du sens et qu'on peut avoir la maîtrise. C'est très important pour moi. Merci beaucoup, Florie. Cécile Morzadek, bonjour, si tu pouvais répondre. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis professeure d'espagnol en lycée et je suis également formatrice. Alors, pour pas répéter ce qui a été dit, en fait, moi, je dirais que l'éducation nouvelle, pour moi, c'est un peu la première biennale de Poitiers. Parce que finalement, même si j'étais passée déjà par le GFEN, par l'ICEM, par le CRAP, que j'avais un petit peu été voir de tous côtés pour... par recherche personnelle, de trouver d'autres manières d'enseigner. En fait, le concept vraiment d'éducation nouvelle, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert
un peu avant la Biennale de Poitiers, la première Biennale de Poitiers. Alors, j'ai vérifié les dates pour savoir comment j'avais pu découvrir en même temps ces deux choses-là. La première Biennale, c'était en 2017. Et en fait, un documentaire qui m'a vraiment beaucoup marqué, que certainement pas mal d'entre vous ont vu, date de 2016. C'était Révolution École. Et en fait, Révolution École, c'est un documentaire qui m'a vraiment énormément touchée, marquée. Et à la fin du documentaire, on comprend en fait que les utopies des fondateurs des mouvements d'éducation nouvelle en fait se sont effondrées à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'ai vu en fait cette annonce de la première Biennale de Poitiers, ça a été quelque chose qui était vraiment très très émouvant pour moi, parce que j'avais l'impression qu'on était en train de reconstruire quelque chose, qu'on était en train de reprendre en main un héritage, et j'avais vraiment l'impression qu'on était là pour reprendre le flambeau. Et j'ai un souvenir vraiment ému de cette première biennale, d'être là avec tout le monde, d'avoir l'impression d'être en train de vivre un moment historique. Donc en fait, c'est comme ça que moi, je suis vraiment rentrée dans cette histoire de l'éducation nouvelle, au point que finalement, j'ai commencé une thèse sur un peu cette histoire. Donc voilà, ça m'a passionnée. Et donc, voilà, c'était pour ne pas répéter un petit peu ce que les autres ont dit. Moi, je suis rentrée un petit peu par l'histoire, voilà, et par cette idée d'un héritage à reprendre en main et à faire vivre maintenant au quotidien dans un nouveau contexte. D'où l'enjeu important de reprendre ce que les fondateurs ont pu imaginer, rêver à une époque qui est révolue, et de voir comment, là, aujourd'hui, on peut faire revivre certains grands principes. Voilà. Oui, merci Cécile. Je suis très, très surpris très ému d'entendre ceci, parce que j'ai vécu aussi cette première biennale et j'ai ressenti ce genre de choses, de m'inscrire dans un courant historique fort et qui vivait encore, et qu'il faut continuer à faire vivre. Yves, bonjour à toi. Pour toi donc, Yves? Oui, bonjour. Donc, je suis Yves Rotter. Je suis professeur à l'Université de Lille, chercheur en sciences de l'éducation, plus précisément en didactique d'abord, puis sur les pédagogies différentes. J'ai essayé d'ailleurs de synthétiser mes travaux dans mon dernier ouvrage, Comprendre les pratiques et pédagogies différentes. Alors pour moi, l'éducation nouvelle, c'est au moins 4 choses. C'est d'abord un moment historique important dans le domaine de l'éducation, dans la volonté de construire un autre monde plus juste, plus pacifique, plus égalitaire, puis de construire une autre école aussi, plus stimulante, plus attentive aux élèves, notamment en difficulté ou issus des milieux les plus défavorisés. C'est aussi un élan de solidarité, de vie, et aussi de pensée et de réflexion. C'est un moment particulièrement foisonnant, je pense aussi. C'est encore, et c'est mon troisième point, un objet de recherche pour le chercheur que je suis, au moins quant à la description de certaines démarches qui s'en réclament à l'heure actuelle et aux effets produits. C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà des discours, il y a vraiment des apprentissages, de l'émancipation, etc., etc. C'est-à-dire dépasser les simples convictions. Et puis la dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est aussi pour moi un objet d'interrogation. Est-ce qu'on peut faire revivre ce projet à un siècle d'intervalle, et sous quelle forme et dans quelles conditions? Voilà. Merci à toi, Yves. J'ajoute que tu es membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et aussi du conseil d'administration, si je ne me trompe pas. Du COPIL aussi. Et du COPIL, voilà, donc comité d'organisation de la Biennale et de Convergence. Florie, Cécile, concrètement, comment est-ce que vous faites vivre cette éducation nouvelle dans vos classes? Je ne sais pas laquelle des deux va prendre la parole, la première. Cécile, peut-être? Oui, alors moi concrètement, dans ma classe, bien j'utilise un certain nombre d'outils et dispositifs. Donc en fait, il y a une part d'outils, de dispositifs qui est associée en fait à cet héritage pédagogique que j'utilise au quotidien dans ma classe, qui vont par exemple du plan de travail
au conseil d'élèves avec la classe dont je suis prof principale. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure une personne qui a pris la parole au tout début. Ça, c'est pas seulement ensuite un dispositif, c'est aussi une attitude de la part du professeur. C'est-à-dire que par exemple en conseil d'élèves, on va attendre nous en tant que professeurs d'avoir aussi la parole pour s'exprimer. Donc ça change beaucoup la posture que l'on peut avoir traditionnellement avec nos classes et nos élèves. Mais il n'y a pas que des outils, des dispositifs. C'est aussi vraiment une posture différente qui se construit petit à petit, progressivement, au fur et à mesure des rencontres avec des personnes justement qui sont dans les mouvements d'éducation nouvelle. Et je pense que ça a changé ma manière d'envisager les difficultés scolaires. Et vraiment, j'adhère vraiment au postulat d'éducabilité. Et en fait, vraiment au quotidien, j'essaie d'être animée par le tous capable que j'ai aussi connu au GFEN. Et j'ai changé, je pense, mon regard, voilà, aux élèves qui sont en difficulté. J'essaie davantage d'être très attentive, de les accompagner. Et puis, comme disait Yves, ne pas se contenter non plus des bonnes intentions, mais savoir aussi parfois réajuster, ne pas être aveuglé par certains outils qu'on aurait pu reprendre de façon un peu aveugle sans les questionner. Voilà, il suffit pas de se dire je vais mettre en place un plan de travail. Il faut aussi ensuite questionner l'utilité, la manière de faire au quotidien. Et donc voilà, toujours dans ce questionnement entre d'un côté mes convictions, d'un autre côté ma posture que j'essaie de changer, les outils que j'essaie de mettre en place, mais toujours en interaction les uns avec les autres et toujours en questionnement, toujours dans le doute. Et jamais se dire voilà, je suis dans un héritage pédagogique et je continue à avancer de manière aveugle sans rien questionner. Voilà. Ne jamais perdre de vue ce questionnement permanent. Florie, merci Cécile. Florie? Il y a pas mal de choses qui vont se recouper. D'abord sur la conception des situations d'apprentissage. Moi, j'essaie dès le début de l'année de créer les conditions pour que puissent se vivre dans la classe des apprentissages solidaires. Donc, ça passe par la proposition de projets ou de démarches qui engagent, qui font émerger des questionnements, qui favorisent l'échange, le débat, l'élaboration commune. L'objectif, c'est que ces démarches s'appuient sur le concept d'auto-socio-construction des savoirs qui dit qu'on apprend pour soi mais avec les autres. Et donc, ça passe par concrètement, en début d'année, je peux proposer par exemple l'élaboration de fresques collectives en art plastique par exemple, où seul puis à plusieurs, en s'inspirant d'œuvres d'art, on construit une œuvre collective. Je propose aussi des ateliers d'écriture poétique qui permettent de ne pas se retrouver seul face à l'écrit, mais de s'enrichir des trouvailles et des connaissances des autres. Donc ça, c'est la première chose sur la conception des situations d'apprentissage. Après, Cécile en a parlé aussi tout à l'heure, c'est sur modifier son regard vis-à-vis des élèves, donc je ne reviens pas sur le tout et tout capable, mais aussi son regard sur nous, l'enseignant, l'enseignante, pour essayer, même si c'est toujours un petit peu compliqué, de ne plus être au centre de la classe, au centre de la parole, de casser un peu ce mythe de l'enseignante détentrice des savoirs immuables, mais plutôt de travailler à une posture de médiatrice qui accompagne les élèves, qui est ressource, pour leur permettre de réinventer les concepts et de mieux se les approprier. Et la dernière chose, c'est aussi travailler le rapport aux familles, et notamment les familles issues des milieux populaires, donc celles avec lesquelles je travaille depuis quelques années. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Jacques Bernardin et aussi d'A.T.D. Carmonde sur le rapport des élèves et des familles issues de milieux populaires. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer ce lien avec les familles pour qu'elles puissent comprendre les enjeux de l'école, mais aussi qu'elles se sentent à nouveau légitimes, autorisées à faire partie de la communauté éducative. Et voilà, créer des espaces d'échange, de partage par des réunions animées par les élèves, par des partages d'expériences avec les familles pour renouer le lien de confiance dans l'objectif de la coéducation. Oui, merci Florie. Les références à Jacques Bernardin et à A.T.D. Carmonde sont absolument fondamentales. J'avais autre chose que je voulais ajouter que j'ai complètement oublié. En fait, il me semble, on parlait de défis actuels, de remettre un petit peu l'éducation nouvelle au goût du jour. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux outils maintenant qui permettent à mon sens,
relever un petit peu les enjeux de l'éducation nouvelle, à savoir par exemple relier les apprentissages à la vie. Il me semble qu'à travers des projets comme par exemple les projets Erasmus+, en fait, on a la possibilité que ce soit en distanciel ou dans la réalité, par exemple, pour faire se rencontrer des élèves. Moi, en tant que prof de langue, prof d'espagnol, par exemple, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Et il me semble en fait que finalement, en utilisant en fait ces nouvelles possibilités de plateformes numériques coopératives ou collaboratives, en utilisant par exemple ces projets européens qui sont financés par la Commission européenne, finalement, on est vraiment au cœur de cette volonté de remettre la vie au cœur des apprentissages ou de faire se rencontrer l'école et la vie. Donc, concrètement, ça permet à des élèves qui apprennent l'espagnol de rencontrer des Espagnols et d'être vraiment en apprentissage sur le terrain et dans la vraie vie, quoi. Voilà. Merci à toi. Tout ce que vous dites me fait penser à un lien, fait lien avec ce que disait Jean Houry, donc le frère de l'autre, Fernand, pédagogie institutionnelle, et avec qui les deux disaient, quand je parle avec mon frère, j'ai l'impression qu'on fait le même métier. Donc Jean, lui, était psychiatre, et à la Borde, donc à Courcheberny, il disait que pour que ça tienne debout, il faut 3 pieds, et vous les avez cités, la parole, le par-l'être, comme disait Lacan. On est tissé de langage. Le deuxième pied est assez curieux parce qu'il appelait ça penser du dos. C'est-à-dire qu'il faut être capable de penser en regardant ce qui s'est passé derrière nous. C'est aussi ce qu'il appelait, je pense, mais ça les psychiatres me corrigeront si je me trompe, la fonction -1, être capable de se regarder en train de faire. Et le troisième, c'est peut-être, enfin je ne sais pas si on peut hiérarchiser comme ça, mais celui-ci je le trouve extraordinaire, y compris dans sa formulation. Qu'est-ce que je fous là? On l'appelait Monsieur, qu'est-ce que je fous là? À savoir, mais quelle est mon action? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelle est mon éthique? Dans quelle situation je me trouve? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Et comment est-ce que je considère l'autre comme sujet? Alors ça se trouve dans un texte magnifique qui s'appelle Les Oies sauvages. C'est une revue Chimère, Zone de folie. Je la donne parce que Sabine aura du mal à la trouver. C'est une revue qui a été fondée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, grand psychiatre. Donc voilà, c'est un texte qui se trouve sur Internet. Jean-Luc, parce pour le moment, on est entre profs, hein, mais voilà, donc Jean-Luc, c'est MEA. Qu'est-ce que c'est que Convergence? Quel premier bilan est-ce qu'il est possible de tirer de cette récente biennale à Bruxelles? On est entre profs, certes, mais je me permets de te faire remarquer que tu viens de citer quand même des acteurs du champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Oui. Et donc, je pense qu'on a effectivement beaucoup aussi à apprendre des acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont beaucoup agi, notamment en appui sur des références et des valeurs de l'éducation nouvelle, entre autres, et de l'éducation active. Alors, Convergence, qu'est-ce que c'est? C'est une dynamique internationale qui rassemble aujourd'hui à peu près 25 organisations, associations et fédérations, qui s'inscrivent, comme Cécile l'évoquait tout à l'heure, qui s'inscrivent dans une forme de reprise en main du flambeau de nos ancêtres de 1921 qui avaient organisé le premier rassemblement à Calais de militantes et de militants de l'éducation nouvelle. Voilà. Et c'est une longue histoire, l'éducation nouvelle, toujours vivante. Et d'ailleurs, les interventions de Cécile et de Florie caractérisent assez nettement ce qu'est l'éducation nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un concept du passé en référence à des choses qui seraient statiques, au contraire, c'est une dynamique permanente qui associe action et recherche. Et c'est cette dynamique permanente qui permet à chacune et chacun d'entre nous de trouver du sens dans le métier que nous exerçons, quel que soit le champ d'intervention. Alors, Convergence, c'est des associations, des fédérations, des militantes et des militants qui décident en 2022 de recréer cette dynamique internationale qui a du sens au-delà des pratiques du quotidien aussi, mais qui a un sens éminemment politique dans un monde qui est quand même marqué par une forme accrue de marchandisation de l'éducation, un recul de la puissance publique dans le champ de l'éducation. Et l'éducation, pour moi, c'est pris au sens large. Hein, c'est à la fois, bien sûr, l'éducation formelle, l'école, mais c'est aussi le monde des loisirs, le monde de la culture, le monde du travail social. Alors, Convergence, c'est cette dynamique qu'il faut qu'on relance aujourd'hui et qui a rassemblé à Bruxelles plus de 500 participants issus de 24 pays différents du monde. Quel bilan de la première biennale?
enfin de cette biennale, pardon, c'est la 3e. Hein, je ne sais pas comment on va construire Convergence demain. C'est une perspective qu'il nous faut affiner encore aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que quand on se retrouve ensemble, avec nos cultures différentes, avec nos histoires différentes, eh bien, ça nous permet de pouvoir à la fois confronter des pratiques et donc s'alimenter mutuellement, mais aussi partager un certain nombre de réflexions sur des enjeux politiques qui traversent nos sociétés aujourd'hui, et pas que je ne fais pas référence qu'à la France uniquement aujourd'hui, mais nos sociétés aujourd'hui sont traversées par des bouleversements, des enjeux éducatifs majeurs. Et donc, Convergence, c'est cette capacité aujourd'hui naissante de recréer des espaces de bouillonnement intellectuel, de rencontres, d'échanges, de confrontations, parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes d'accord ensemble. Et il faut être en capacité aujourd'hui de reprovoquer des espaces de débat ouverts, des débats politiques, des débats pédagogiques qui nous permettent d'avancer dans nos aventures respectives. Merci. Je rebondis sur le chat. Merci Olivier, qui précise que FESPI s'appelle Fédération des établissements scolaires publics innovants, et le nom sur lequel j'ai tout à l'heure hésité. N'y voyez que l'effet de la première minute du webinaire et du trac qui nous saisit, même quand on en a fait tellement, comme c'est notre cas. Est-ce que Cécile, Florie ou Yves, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Ou pas? Ou Ben, peut-être? Moi, il y a quelque chose qui me surprend souvent, c'est la multiplicité des adjectifs qu'on peut utiliser. On en avait parlé déjà. On parle de l'éducation nouvelle, mais là, on voit par exemple que la FESPI, finalement, n'a pas utilisé le mot nouvelle, mais on utilise l'adjectif innovant. On voit que, par exemple, à l'ICEM, l'adjectif qui a été choisi, c'est l'adjectif moderne. Si on prend par exemple les CMEA, eh bien en fait on va parler plus de pédagogie active. Et puis j'avais un autre exemple aussi, c'est par exemple le MECEP, c'est le mouvement coopératif de l'école populaire en Espagne. Eh bien on a choisi l'adjectif populaire. Et je trouve que cette multiplicité d'adjectifs montre bien ce que disait Jean-Luc tout de suite, à savoir la complexité aussi de converger quand en fait, on a des approches qui à la fois se rejoignent et puis à la fois sont parfois différentes. On n'a pas fait les mêmes choix tout à fait. Alors, est-ce que ce sont pas des différences fondamentales du tout, mais ça illustre bien, je trouve, en fait, voilà, la richesse de tous ces mouvements. Et moi, je suis toujours assez fascinée par cette multiplicité d'adjectifs, parce qu'on peut aussi se poser la question des pédagogies alternatives. C'est une question, je pense que Yves pourra répondre beaucoup mieux que moi. Mais est-ce que finalement l'éducation nouvelle, c'est la même chose que les pédagogies alternatives, dont on parle beaucoup, alors que l'héritage de l'éducation nouvelle, finalement, c'est davantage perdu, alors qu'on a un surgissement d'écoles alternatives et de pédagogie alternative. Voilà. Donc c'était ma petite réflexion sur ces adjectifs. Yves, puisque tu es interpellé de façon sympathique, est-ce que tu veux répondre à cela? Oui et non, parce que... Il faut que tu choisisses. Non, tout n'est pas binaire, Jean-Charles, il faut vivre avec ton temps. Non, parce que je dis oui et non, parce que comment dirais-je, je sais qu'il y a, ça fait débat, je sais qu'il y a effectivement des collègues qui sont très remontés contre la notion de pédagogie alternative et ce qu'elle recouvre. En même temps, quand on regarde les différents usages, il y a parfois recoupement entre pédagogie différente et pédagogie alternative. Donc voilà, c'est pour ça que je ne tiens pas forcément à rentrer dans ce débat. Je crois que ce qui est désigné en tout cas, c'est alors ce qui est désigné en tout cas, c'est le fait effectivement qu'on est en présence d'écoles qui, comment dirais-je, qui se donnent des principes pédagogiques et des modes de fonctionnement qui sont différents de ce que certains historiens ou sociologues appellent la forme scolaire. Voilà, ou pour le dire vite, des formes plus classiques d'enseignement, ou sur certains points, ce que Freinet pouvait appeler la scolastique. Oui, tout à fait. Merci à toi, Ben. Des références, des réactions sur le chat déjà? Alors, pas de questions, mais quelques commentaires très intéressants. Une question candide, peut-être naïve même, qui me vient d'un commentaire là, de Grégory sur le fait que porte l'institution scolaire par rapport à
à ces mouvements d'écoles nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au sein de l'institution scolaire pour accompagner les enseignants, les élèves? Voilà, parce que beaucoup de collègues trouvent dans nos mouvements des réponses qui, a priori, ils ne trouvent pas au sein de l'institution sous forme de formation initiale et continue. Merci. Jean-Luc, le nom éducation nouvelle, en fait, qui a 100 ans, enfin, je ne sais, historiquement, je ne connais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on sait à quel moment ce nom apparaît? Est-ce qu'il y a un moment où le nom éducation nouvelle apparaît clairement? Est-ce que c'est 1921 ou est-ce que c'est déjà, sinon dans l'air du temps, en tout cas explicitement dit avant? Mais ça me fait nécessairement penser à ces métiers impossibles dont fait partie l'éducation, non pas impossible parce qu'on ne peut pas les faire, mais impossible parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Est-ce que l'éducation nouvelle, finalement, ce n'est pas, elle est tout le temps nouvelle parce qu'elle est toujours en train de se reformer? Jean-Luc. C'est exactement la définition enfin en tout cas, moi, la définition, je ne sais pas si on peut définir, mais en tout cas, c'est comme ça que je conçois. L'éducation nouvelle est nouvelle parce qu'elle est en perpétuellement renouvellement. Et c'est cette dynamique permanente, c'est le mouvement, mais Cécile l'a très bien décrit, hein, et Florie aussi d'ailleurs, dans la façon dont elles ont présenté leur propre histoire. C'est cette recherche permanente, l'articulation permanente de recherche et d'action qui fait qu'on est dans l'éducation sans cesse renouvelée, donc éducation nouvelle. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays pour lesquels l'éducation nouvelle n'évoque rien du tout. Et d'ailleurs, dans Convergence, on a essayé de traduire en plusieurs langues le manifeste que vous trouverez sur le site internet de Convergence. Et on a essayé de le traduire en plusieurs langues. On a été embêtés dans certaines d'entre elles parce que l'éducation nouvelle ne peut pas se traduire et ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup parlé d'éducation active. Et c'est à travers ce concept, même si je sais que ce n'est pas un concept d'éducation active, que l'on se retrouve. Mais l'échange qu'on a, y compris la question que tu posais et la réponse de Yves, montre bien qu'on a quelque chose qui est à travailler du côté du vocabulaire. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, les mots ont leur importance et souvent, effectivement, on met des mots nouveaux sur des pratiques et des concepts ou des valeurs très anciennes. Je pense à la question du pouvoir d'agir qui, il y a quelques années, a beaucoup agité le landerneau français. Tout le monde s'est ému et ébahi devant la recherche du pouvoir d'agir. Or, l'éducation nouvelle, depuis son histoire, ne cherche qu'une chose, c'est de redonner à chacun le pouvoir d'agir sur sa propre éducation. Donc, on se fait piquer, si vous me permettez, c'est cette expression un peu familière, des concepts qui sont soi-disant des concepts nouveaux, mais qui reposent sur des valeurs et des principes extrêmement anciens et qui sont pour beaucoup ceux de l'éducation nouvelle, de nos ancêtres, qui ont toujours cherché à promouvoir la question de la place du sujet dans sa propre dynamique éducative. Et là, je ne parle pas à nouveau que de l'école, hein, je fais bien référence à l'éducation, c'est-à-dire à une approche qui considère le rôle de tous les acteurs de l'éducation, au premier rang desquels les familles, les enseignants, les animateurs, les acteurs du champ de la culture, les travailleurs sociaux, une éducation active. Voilà, donc je pense que cette question des mots et des concepts est importante et qu'effectivement, éducation nouvelle, ça peut nous causer, pour nous en France, au regard d'une histoire qui est la nôtre, ça ne cause pas à tout le monde et je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que quand on parle d'éducation active, on se retrouve davantage. Alors après, le débat posé sur éducation alternative est un vrai débat, mais je le redis, je pense que parfois sur des concepts soi-disant nouveaux, on fait référence à des pratiques anciennes qui sont celles de l'éducation nouvelle. Est-ce que quelqu'un connaît l'origine du mot, enfin la première apparition du mot éducation nouvelle, y compris dans le chat, si vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas. Hein. Quelqu'un connaît aurait le résultat? Alors, si vous voulez chercher, ça serait intéressant. Tu parles de principes très anciens. Si vous vous intéressez aux maîtrises ecclésiastiques, donc les lieux d'apprentissage du chant dans les maîtrises religieuses, il y a des centaines d'années, je parle là de 800 ans, quoi, où l'enseignement mutualiste existait déjà, où les grands enseignaient aux petits sans intervention du maître. Évidemment, ce n'était pas dans le sens d'une émancipation d'un sujet, là c'était dans le sens de sa mise au service d'un projet qui était politique aussi, qui était celui de se mettre au service de Dieu. Mais on avait déjà de façon très ancienne ces techniques d'éducation par les pères. Florie, éducation nouvelle, ça fait partie du nom de
du groupe français d'éducation nouvelle, donc du GFEN. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, étant donné que c'est dans notre nom, c'est une question qui traverse le mouvement et qui a d'ailleurs été posée en débat lors de notre très récent congrès là, du mois de novembre. On n'a pas tranché la question, est-ce qu'il faut s'appeler groupe français d'éducation nouvelle, groupe français d'éducation émancipée? Enfin, il y a eu plusieurs propositions. Après, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc et que je partage totalement sur le fait que c'est l'éducation, si on le prend au sens d'un processus en perpétuel mouvement, elle est tout le temps nouvelle parce qu'elle s'appuie sur ce qui s'est fait pour s'adapter aux défis du moment. Et ces défis-là, visiblement, l'éducation nouvelle est née il y a 100 ans et c'était pour répondre à des enjeux qui sont les mêmes aujourd'hui, de démocratisation de l'accès au savoir, de développement de la pensée critique, on en a déjà parlé, pour rompre avec l'obéissance aveugle qui était construite par l'école traditionnelle. Et donc, à mon sens, ces grands enjeux qui ont fait naître l'éducation nouvelle n'ont pas vieilli aujourd'hui et sont toujours d'actualité. Oui, c'est-à-dire que l'éducation nouvelle est toujours en cours et donc, mais effectivement, on pourrait même se demander, j'ai fait partie du GFN il y a très longtemps, une quarantaine d'années, je crois, et je me pose la question, est-ce que le nom même peut être encore interrogé par ces militants? Yves, toi, tu as beaucoup écrit et étudié, cherché sur les écoles, sur une école freinée en milieu populaire. Et tu as aussi animé avec Étiennette Vélas un atelier pendant cette dernière biennale qui portait le titre, je crois, comment les j'ai perdu le titre, pardon. En tout cas, voilà. La question que je voulais te poser était comment est-ce que les chercheurs se positionnent par rapport à l'éducation nouvelle? Oui, alors j'ai travaillé sur une école qui pratique la pédagogie Freinet, mais aussi sur l'école Vitruve à Paris, qui pratique plutôt la pédagogie de projet. Là, je travaille sur une école où les gens sont sur des pratiques qu'on peut référer à l'éducation nouvelle. Yves, ton micro est arrêté. Oui, je disais oui. Voilà. J'ai travaillé effectivement sur une école qui pratique la pédagogie Freinet, mais aussi sur l'école Vitruve à Paris, qui est plutôt pédagogie de projet. Aussi sur une école qui s'est ouverte à Lille, une école publique, hein, qui ne se revendique d'aucun mouvement, tout en ayant des pratiques différentes. Alors, les chercheurs, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, et ça peut... c'est pour ça que de temps en temps, ça me fait assez rigoler les critiques sur les chercheurs, c'est qu'en fait, il y a très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus. Essentiellement, ceux qui travaillent dessus, donc peu nombreux, ce sont essentiellement quelques chercheurs en sciences de l'éducation et en histoire de l'éducation. Et donc, il y a plusieurs manières de se positionner, hein, c'est-à-dire, on peut considérer l'éducation nouvelle et les pratiques qui s'y réfèrent comme un objet historique. Et donc, c'est effectivement intéressant, c'est tout à fait recevable universitairement parlant, et c'est peu critiqué par les mouvements pédagogiques. Donc là, les gens bénéficient d'une paix et d'un calme relatif. Il y a une autre manière de se positionner, c'est sans revendiquer. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus, qui sont issus de mouvements pédagogiques, qui fonctionnent en empathie, avec une certaine dimension apologétique du type voilà, c'est vraiment bien, et leurs recherches vont effectivement chercher ce qui peut étayer voilà les choses. Et y compris dans leurs recherches, ils se revendiquent de certaines pratiques. Et puis, il y a d'autres chercheurs, alors moi je me situe plutôt comme ça, qui étudient les pratiques et pédagogies contemporaines qui se réclament plus ou moins de l'éducation nouvelle. Alors, il y a encore moins de chercheurs là-dessus, on est très, très peu. C'est très peu légitime à l'université, très, très peu, il faut le savoir. Donc, du coup, ce n'est pas une position qui est toujours agréable parce qu'on est très critiqué au sein de l'université et c'est parfois conflictuel avec certains militants, alors voilà, ou des cadres des mouvements de l'éducation nouvelle. C'est beaucoup moins conflictuel avec les équipes de terrain avec qui on travaille, et y compris quand on en parle, comme dans le débat avec Étiennette Vélas, comment dirais-je,
les gens qui voyaient comment on pouvait travailler effectivement avec les équipes étaient très, très intéressés et avaient très, très envie de faire. En tout cas, à mon avis, et je m'arrêterai là-dessus, c'est fondamental pour voir si, au-delà des discours enthousiastes qu'on peut entendre ici même, si ça marche dans différents contextes, si les effets produits sont intéressants en termes d'apprentissage, en termes d'émancipation pour les élèves en général, et dans la lutte contre l'échec scolaire en France pour notamment en ce qu'elle est socialement marquée, c'est-à-dire du côté des élèves qui sont issus de milieux très défavorisés. C'est pour ça, effectivement, qu'à côté de certains sociologues, moi j'aurais tendance à évoquer des gens comme Perrier, Pierre Perrier, etc., aller plus doucement du côté du rapport au langage, où là, bon, je suis un tout petit peu plus réticent, mais je crois qu'effectivement, bon, des gens comme Perrier ou tous les travaux d'ATD Carmon, effectivement, et je signale qu'il y a à l'heure actuelle une grosse recherche d'ATD Carmon, recherche CIPES justement, sur l'enseignement et ses effets dans les milieux qui sont très défavorisés. Voilà. Merci à toi, Ben. Des réactions sur le chat, peut-être encore. Ben, pardon, je te prends de court. Ton micro. Non, toujours, non, toujours pas de questions pour le moment. Voilà, vous pouvez donc continuer, réagir et poser des questions. Merci à toi, Yves. Jean-Luc, le risque, et nous l'avons vu dans une première partie non enregistrée, donc, est de tout ramener à l'école, évidemment. Quand on parle d'éducation nouvelle, on parle de beaucoup plus. Et quel est donc ce lien entre éducation et animation? Comment le faire vivre? Et à titre personnel, je peux témoigner en tant que professeur de musique de la crainte des collègues de faire venir des intervenants extérieurs, par exemple, qui pourraient à terme prendre leur travail. Et j'ai entendu ça pendant 42 ans de carrière. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était très présent. Et voilà, comment donc faire vivre ce lien encore, Jean-Luc? Déjà, pour l'éducation nouvelle promeut, ou en tout cas, promeut le fait que l'éducation c'est une éducation globale que l'on considère. C'est-à-dire, l'éducation nouvelle, elle considère l'ensemble des rôles éducatifs des acteurs de l'éducation d'un enfant, du jeune, voire d'un adulte. La famille, l'enseignant, l'école, le monde du périscolaire et de l'extrascolaire, le travail social, l'acteur de la culture, voilà, c'est un ensemble. Donc, si on considère qu'on promeut une approche globale de l'éducation, alors on situe l'ensemble du rôle de chacun en complémentarité du rôle de l'autre. Donc, la question du rapport entre animation et école, qui est une vieille question, qui est régulièrement interrogée, y compris d'ailleurs à partir des réformes en France du temps scolaire, l'articulation du champ scolaire et du périscolaire, c'est une vieille musique, une vieille rengaine qui existe depuis très très longtemps. Malheureusement, ça va exister encore longtemps parce que dans la formation actuellement des enseignants, on n'apprend pas aux jeunes collègues à considérer le fait qu'ils ont un rôle essentiel, mais qui n'est pas un rôle unique, et qu'ils doivent considérer leur action aux côtés d'autres acteurs du champ de l'éducation. On a la même problématique du côté du monde de l'animation et des formations de l'animation. Il faut qu'on considère l'école non pas comme un ennemi, mais comme étant aussi un des acteurs à côté duquel on doit agir, et en recherchant les complémentarités plutôt que d'essayer à définir les spécificités. Donc voilà, il y a des enjeux aujourd'hui très forts en France, mais aussi dans d'autres pays du monde, à ce que les formations initiales des professionnels ne soient pas des formations verticales en silo, mais soient des formations qui considèrent l'environnement. Le rapport entre école et territoire est un vrai sujet aujourd'hui en France, mais ça l'est aussi dans d'autres pays du monde. Donc je pense que pour que l'on puisse vraiment parler d'éducation nouvelle et qu'on arrête à chaque fois de ramener tout à la question de l'école, de l'élève dans son rôle d'élève et tout ça, il faut absolument que l'on considère et que l'on travaille avec l'ensemble des acteurs du monde de l'éducation. Et c'est en faisant se rencontrer ces acteurs, en les faisant se connaître mutuellement, se reconnaître aussi dans leur professionnalité, que l'on fera bouger les choses. Et donc là, il y a un travail assez important au moment où, en France, mais je sais que c'est aussi valable dans d'autres pays, dès qu'on est sur le travail dans l'humain, eh bien, on est en profonde interrogation aujourd'hui et qu'il y a des enjeux extrêmement forts
actuellement. On le voit bien dans les problématiques de recrutement des enseignants, mais c'est aussi valable aujourd'hui dans le champ de l'animation. On voit bien tout ce qui est métier de l'humain traverse actuellement de grands troubles dus aux évolutions sociétales et aux difficultés aussi que nous rencontrons ici ou là. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à travailler les transversalités, les complémentarités, plus qu'à continuer à travailler en tuyau d'ordre. Donc le rapport animation et école ne pourra bouger que quand les acteurs se reconnaîtront, se connaîtront et accepteront de situer leur action en complémentarité avec celle des autres. Oui, peut-être aussi dire que ces crises que l'on vit actuellement à l'école, dans l'animation, à l'hôpital, dans la psychiatrie, je dirais même aussi dans les prisons, ce sont des crises de l'humain. Et Oui. peut-être que quand on reconnaîtra cette crise, on aura des débuts de réponse à ce qui pourrait se faire. Ben, sur le chat. Oui, au moment où je disais qu'il n'y avait plus de questions, en fait, si deux questions tombent. Une première comment dire, qui parle d'efficacité, donc de ces pédagogies. Est-ce que ce ne serait pas dû à l'effet maître, justement, le fait que les enseignants impliqués dans ces mouvements sont motivés et leur posture proactive fait que ça fonctionne? Et une deuxième question, pourquoi ça ne se diffuse pas plus? Alors ça rejoint aussi l'histoire tout à l'heure de l'institution, mais pourquoi ça ne se diffuse pas plus? Pourquoi ça résiste autant et que puisque ces valeurs sont a priori partagées et universelles? Merci. Sur l'effet maître, qui veut répondre? Yves, peut-être. Je ne sais, enfin, peut-être. Hein, il faut me dire si. Oui, mais comment dirais-je? À partir du moment où il y a engagement des enseignants, croyance dans la valeur de leur pratique, oui, il y a des effets. Alors sur ce, il faut rajouter le travail en équipe et puis il faut dire qu'à engagement égal, peut-être que les résultats ne sont pas exactement les mêmes selon qu'on est dans une, pour le dire vite et bêtement, hein, dans une pédagogie classique et dans une pédagogie différente, quoi. Donc voilà, l'engagement, la croyance, etc. Est un facteur, mais parmi bien d'autres. Hein. Oui, Alors, pardon. Ouais, sans ça, je rebondis sur pourquoi ça ne se diffuse pas plus. Alors ça, c'est une question fondamentale. Hein, et quelque part, au-delà de son succès, la Biennale a montré des limites. C'est-à-dire que d'un côté, plus de 500, c'est bien. D'un côté, plus de 500 un siècle après, ça questionne. Et donc, à côté des exemples qu'on donne toujours, des facteurs qu'on donne toujours, c'est-à-dire effectivement sur les politiques libérales, la marchandisation de l'éducation, en France aussi la valse des ministres, ou la répression sur les... Enfin, douce, mais parfois plus dure contre ceux qui innovent, je pense qu'il y a aussi des facteurs qui sont liés aux militants, à la militance pédagogique elle-même. C'est-à-dire que peut-être rattacher, même si toute éducation est politique, rattacher tout de suite telle ou telle pédagogie à telle position sur l'éventail politique n'est peut-être pas ce qui va permettre de ramener le plus de monde. Et de la même manière, les militants ne se rendent pas compte, forcément, j'avais essayé de l'expliquer, qu'à force d'être convaincus, ils en délivrent une parole de vérité. C'est évident que c'est vachement bien. Du coup, délivrant une parole de vérité, les autres sont dans l'erreur. Et à partir de ce moment-là, il est effectivement assez difficile de diffuser. Et on se retrouve dans la même position que les religieux qu'on combat pourtant par ailleurs. Donc voilà. Alors quand je dis ça, ça suscite certaines réactions. C'est d'ailleurs plus en France que quand je l'avais expliqué au Québec, où les gens avaient été très sensibles à cette dimension des problèmes. Comment les militants pédagogiques peuvent dissuader des gens qu'ils cherchent effectivement à ramener. Et je crois que tant que les mouvements n'auront pas compris ça, tant qu'il n'y aura pas de changement de discours, ça risque aussi de bloquer. Au milieu de tas de facteurs, hein, de tas d'autres facteurs. Hein, je le concède très facilement. Par exemple, le manque de formation des enseignants en France, des choses comme ça, etc. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc voilà, c'était ma dernière intervention avant de me faire vilipender sur le chat.
Non, non, surtout que, en fait, Freinet disait quelque chose comme ça. Il disait ne pas lâcher les mains tant qu'on n'a pas posé les pieds ou quelque chose comme ça. Hein. C'est tant qu'on n'est pas affermi. C'est-à-dire que en tant que militant, est-ce qu'on n'est pas, nous, on fait un chemin progressif et on demande, est-ce qu'on ne demande pas aux collègues de faire ce chemin à toute vitesse? Alors que nous, il nous a fallu du temps, il nous a fallu poser les choses, il nous a fallu réfléchir. Et je crois, et j'ai souvenir d'un article ou d'une intervention de Cyril Lascazis, qui écrit beaucoup dans les cahiers pédagogiques et qui participe parfois à cette équipe des webinaires et qui disait cela, qui disait on fait peur aux autres parce qu'on est dans des certitudes et on est dans des façons de penser qui ne permettent pas aux autres d'avoir notre propre cheminement. Cécile et Florie qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais envie de parler un peu de mon expérience assez récente de formatrice en formation continue. Donc, en fait, j'interviens dans des établissements scolaires sur des questions qui préoccupent les enseignants dans des établissements. Et finalement, j'ai l'impression que de mesurer de plus en plus pourquoi, en fait, ces pratiques ne se diffusent pas. Sur le terrain, il y a vraiment enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a un malaise des enseignants qui est vraiment très, très important, qui fait que les collègues étant soumis à des injonctions paradoxales, parfois entre ce que dit l'institution, même parfois l'institution délivre des messages complètement contradictoires, les collègues se sentent complètement empêchés d'être eux-mêmes dans leur classe parce qu'ils ont un programme à tenir qui est souvent intenable. Ils ont un peu une peur constante du jugement de l'inspecteur qui viendrait alors que les inspecteurs ne viennent presque jamais. En fait, moi, j'ai découvert en allant sur le terrain de nombreux enseignants qui sont vraiment empêchés d'essayer. En fait, ils n'osent pas expérimenter. Et voilà, une sorte de peur permanente. Alors, on parlait de pouvoir d'agir. En fait, ce sont des enseignants qui n'ont pas le sentiment même d'avoir un pouvoir d'agir et qui n'osent rien. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, avec un tel malaise des enseignants, on ne peut pas avoir des pratiques qui se diffusent. Ils ont peur de la moindre petite chose, en fait. Mais simplement, je dis ça vraiment en toute bienveillance parce que de plus en plus, je suis vraiment en empathie avec ces enseignants et j'ai arrêté de me dire pourquoi ces enseignants ne veulent pas essayer, pourquoi ils essaient pas. En fait, maintenant, je suis plutôt à essayer de comprendre et être vraiment j'essaie vraiment d'être en empathie avec eux et donc effectivement, je dois vraiment me décentrer d'une posture militante dont parlait Yves. Je ne dis pas que voilà que ou alors parfois je le dis mais je l'amène d'une façon un peu juste pour leur expliquer un petit peu dans quel héritage je me situe, mais après je vais être extrêmement ouverte à leurs propositions et je vais absolument pas délivrer un message de militantisme. Et en fait c'est ce que je ressens en tout cas sur le terrain, ce que je vis sur le terrain. Mais l'innovation, c'est de toute façon l'ouverture sur un inconnu qui est angoissant, quoi. Enfin bon, je crois, c'est une ouverture sur une béance. Enfin, Florie. Oui, moi je rejoins ce que dit Cécile aussi Un sur. tout petit peu plus. Ah voilà. Pardon. Non, voilà. Je rejoins ce que dit Cécile sur l'empêchement d'expérimenter. En ce moment, l'école, elle est régie par des indicateurs, par des évaluations qui sont extrêmement normées. Et donc, les enseignants ont cette pression de faire réussir leurs élèves à ces tests qui n'ont pas grand-chose à voir avec les apprentissages et du coup, qui prennent énormément de temps aussi sur l'année scolaire et donc qui normalisent les pratiques et qui empêchent d'aller expérimenter sur des pratiques alternatives de pédagogie active. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question de l'encadrement par les évaluations permanentes qui fait que là, les enseignants et les enseignantes sont un petit peu obsédés et c'est pas du tout un jugement, hein, personne n'est malin dans cette affaire-là et donc obsédé par la réussite de leurs élèves aux évaluations parce qu'après, il y a des pressions, etc. Et la question du militantisme et du projet politique de l'école, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer en formation. Alors, que
que ce soit nous en tant que formateurs et formatrices, mais aussi quand on participe à des formations, dire que l'école c'est politique, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Donc quand on parle de coopération, la coopération c'est pas quelque chose de politique. Et quand on le dit, on se fait traiter de militant et on nous dit que ça n'a pas sa place dans ces formations-là. Donc il y a quand même, je trouve, une déconnexion aujourd'hui entre l'école et le politique, comme si on pouvait faire l'école sans ce projet politique derrière. Oui, mais très curieusement, en 1921, donc là où l'éducation nouvelle apparaît dans un congrès, apparaît aussi en musique une forme nouvelle qui s'appelle le dodécaphonisme, qui est une forme et libre et très contrainte. Schoenberg, Weber, Neberg, et Alban Berg, dans ses mémoires, écrit qu'ils ont une grande liberté de composition à ce moment-là, et il y a une phrase très belle, très courte, qui est la liberté, la peur. Et je ressens souvent ça je ressentais souvent ça dans l'expression des collègues qui avaient du mal à rentrer dans une liberté, ne serait-ce que faire des conseils d'élèves. C'était très, très, très compliqué pour eux. Mais alors, et le temps passe vraiment très vite, j'ai tendance à dire merci à nos invités puisque c'est très intéressant. Jean-Luc, pourquoi converger revenons sur convergence, qui, dans sa graphie, met le S final entre parenthèses. Pourquoi converger? Qu'est-ce que c'est que ça? Le S est important, hein, puisqu'il est entre parenthèses. Ça veut dire qu'on veut le pointer. On veut le pointer. Le S, il est important parce qu'il veut symboliser les différences. Voilà, les complémentarités et le fait que convergence est une dynamique qui rassemble des acteurs différents, et y compris parfois qui peuvent s'opposer sur des projets politiques. Le rapport public-privé que j'évoquais rapidement dans mon propos d'ouverture est un enjeu qui nous traverse les uns les autres. Donc voilà, convergence, c'est vraiment se rassembler dans la diversité et qu'on accepte de retrouver un espace de débat le plus ouvert possible. Voilà pourquoi le S est important. Alors, pourquoi converger? Justement, pour partager un peu une grosse partie des échanges que l'on a pu avoir ensemble aujourd'hui, et y compris en acceptant l'interrogation, le questionnement que pose Yves. Voilà, mais aussi parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réaffirmer un peu le sens de nos actions éducatives, et pas que des actions d'enseignants, je le redis. On évoque beaucoup le cadre contraint de l'école, et c'est une vraie réalité française, mais pas que. Mais on pourrait aussi regarder comment les métiers de l'animation sont traversés aujourd'hui par des bouleversements qui réinterrogent constamment le sens du métier d'animateur professionnel, comme on pourrait aussi regarder du côté de la santé mentale ou de la psychiatrie ou du travail social, comment les acteurs de ces champs-là sont traversés par des contraintes très fortes d'un environnement de plus en plus qui les contraint à des logiques de résultats, de technicisation des actes, et donc d'un éloignement du sens même du métier d'éducateur et au sens générique. Donc, il faut qu'on retrouve des espaces qui nous permettent de construire ensemble, de retrouver la question du sens, de redonner sens à nos actions qui sont militantes, surtout parce que en fait, là où je pense que l'on effraie un peu, c'est parce qu'on est à la fois sur des certitudes, des convictions profondes, mais en même temps sur un doute permanent. Et l'éducation nouvelle, c'est à la fois conduire une action qui repose sur des valeurs fortes auxquelles on croit, mais pas en termes de croyances génériques comme ça, mais en tout cas en termes de convictions profondes, mais en même temps avec un doute. Et c'est ce doute qui nous conduit à pouvoir réinterroger en permanence nos pratiques. Et c'est là où on fait peur, parce qu'on accepte de remettre je peux commencer la formule, de remettre l'ouvrage sur le tapis, ou enfin, c'est pas ça vraiment, mais sur le métier. Sur le métier, voilà, c'est pas sur le tapis, Voilà. mais sur le métier. Voilà, donc je pense qu'on insécurise aussi quelque part, parce qu'effectivement, on tente des trucs, on bidouille, et convergence, c'est ça. C'est retrouver cette capacité à débattre, à se confronter sur des sujets qui font polémique parfois entre nous, à se réassurer sur des convictions et à partager nos doutes dans le témoignage des pratiques sans cesse renouvelées qui sont les nôtres. Merci Cécile, toi tu as commencé, tu as participé à la première biennale et aussi aux suivantes, je pense. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ces convergences? Alors moi, c'est vrai que j'ai noté en fait que d'une biennale à l'autre, on avait le sentiment que les personnes des mouvements pédagogiques différents se connaissaient de mieux en mieux.
au tout début, moi, j'avais l'impression qu'on était encore beaucoup sur des préjugés. Tel mouvement, c'est plutôt telle chose. Dans tel mouvement, ils sont plutôt obsédés par ce dispositif-là. Enfin, il y avait en fait des discours qui parfois étaient un peu excluants, ce qui était un petit peu étonnant quand même pour un mouvement qui voulait converger. Et ça, c'est quelque chose, moi, auquel j'ai été sensible. Et puis finalement, d'une biennale à l'autre, on voit des personnes de mouvements différents qui discutent davantage entre elles dans les couloirs, qui dans les débats sont beaucoup plus à l'aise pour confronter leur point de vue. Et rien que pour ça, je pense que c'est vraiment un succès, puisque finalement, il y a une ouverture qui s'est créée d'un mouvement à l'autre. On a appris à se connaître. Et c'est quelque chose qui fait, je pense, que l'ambiance était particulière à la Biennale de Bruxelles. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment qu'à la Biennale de Bruxelles, il y avait une ambiance sereine qui n'existait pas forcément lors de la toute première Biennale. C'est le sentiment que moi, j'ai eu en tant que simple participante. Hein, voilà. Oui, mais le doute que Jean-Luc évoquait, qui est le doute scientifique, qui est fécond. Vraiment, et donc on a un scientifique avec nous qui va peut-être jouer son bougon. Yves, quelle réserve et quelle limite à ces convergences? Alors, je ne vais pas jouer le bougon, c'est naturel chez moi, tu me connais. Voilà. Non, je crois que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que je crois qu'au niveau des individus, ça a été vraiment un grand succès parce qu'il y a eu quelque chose de chaleureux, de dynamisant, de mieux se connaître, etc., quoi. Y compris, je crois, à certains niveaux entre les organisations. Mais maintenant, effectivement, pour réintégrer donc, le rôle de bougon, hein, je crois que une des limites, c'est par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, je l'ai dit sous forme de boutade, finalement, c'est les convaincus parlent aux convaincus. Et donc, c'est quelque chose de l'ordre de l'entre-soi. Et du coup, peu visible à l'extérieur quand on a 20 débats et 60 ateliers. C'est très riche et très bien pour les participants. Et en même temps, de l'extérieur, il est difficile de voir s'il y a une hiérarchie, s'il y a des priorités, etc. Et quoi qu'en dise Jean-Luc, que j'aime bien par ailleurs, bon, il y a quand même le sentiment de dire la vérité quand on entend toute une série d'interventions, les discours initiaux, les discours finaux, et l'articulation forte aux politiques. Le problème, ce n'est pas tant l'articulation forte aux politiques, c'est à quel type de politique ça renvoie. Et ça, je trouve, c'est peu pensé. Et je crois aussi qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas été forcément approfondis à l'interne. Par exemple, au-delà de l'accord sur le manifeste, hein, où on a des principes assez généraux, où en sont les divergences entre les mouvements et comment c'est travaillé. Et comment c'est travaillé pour que cela puisse avancer. Et de la même manière, je maintiens, et je suis encore plus bougon, qu'il y a à la fois une méconnaissance et une méfiance par rapport aux chercheurs. Et je trouve ça dommage, parce que ça me semble quelque chose d'urgent et d'intéressant si on veut pouvoir travailler ensemble. Et ça, voilà, moi je l'ai ressenti de manière assez forte et je le regrette. Au-delà, encore une fois, de tout ce qu'a pu apporter cela aux individus. Mais encore une fois, je crois qu'il faut bien distinguer les échelles quand on analyse. Merci à toi. J'aurais voulu, le temps va nous manquer maintenant, j'aurais bien voulu t'interroger sur la place des neurosciences qui pourrait, dans une vision caricaturale, je fais ça très rapidement, mais nous rendre des exécutants. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour apprendre à lire, voilà comment il faut faire parce que les neurosciences nous disent ceci. Mais on n'aura pas beaucoup de temps et on n'a plus beaucoup de temps. Vas-y, si tu veux, parce que je sais que tu veux. Non, ce n'est pas les neurosciences. Parce qu'il y a des gens très, très intéressants en neurosciences. C'est un courant des neurosciences autour de Dehaene et qui cherchent, alors voilà, qui eux aussi sont bardés de certitudes, c'est-à-dire qu'ils ne raisonnent pas en chercheurs, ils délivrent des vérités, donc ce qui est totalement à l'opposé de l'esprit scientifique, et ils cherchent à conquérir du pouvoir institutionnel pour imposer des choses aux gens. Donc, il faut savoir que les autres disciplines de recherche, voilà, regardent ça avec méfiance, et y compris au sein des neurosciences,
il y a beaucoup de chercheurs qui n'en reviennent pas de ce genre de pratique, quoi. Donc, voilà. Oui, y compris dans le domaine scientifique, quoi. C'est une pratique qui ne laisse plus sa place au doute. Et Oui, le doute y compris au sein des neurosciences, hein, il ne faut pas oui. Dehaene, c'est qu'une petite frange des neurosciences. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet sur convergence, parce que certes, dans le chat et dans la première partie qui n'a pas été enregistrée, des collègues italiens, je crois, sont intervenus. Merci à eux de leur présence. Il me semble que cette biennale de cette année, Cécile, a fait apparaître une dimension internationale avec des sensibilités et des cultures, des histoires différentes. Et en tant que professeur d'espagnol, j'imagine que tu y as été particulièrement sensible, Cécile. Alors oui, moi j'ai beaucoup discuté avec les collègues espagnols. Il y avait le MECEP qui était représenté, j'en ai parlé tout à l'heure, le mouvement coopératif de l'école populaire. Il y avait aussi le MEPA, c'est le mouvement mexicain. Et donc ces deux mouvements-là font partie de la FIMEM, qui est donc le mouvement international, la Fédération internationale des mouvements de l'école moderne, donc pédagogie Freinet. Moi, j'ai beaucoup discuté avec eux, mais il y avait aussi dans les ateliers des collègues, par exemple, je me souviens, tout le monde se souvient des collègues libanaises qui expliquaient comment elles avaient construit une école alternative au Liban. Leur témoignage était extrêmement intéressant, on les a entendus dans plusieurs débats. Et donc cette dimension internationale, elle est vraiment très riche, elle est très intéressante. Ensuite, ça pose un peu la question de la traduction. On n'était pas toujours à l'aise pour traduire dans les ateliers, donc ça n'a pas toujours été évident. Et c'est quelque chose qui pourra peut-être être davantage travaillé pour une prochaine biennale, mais en tout cas, c'était intéressant aussi parce que ça nous permettait de nous décentrer. Et souvent, on est dans une vision très franco-française et finalement, on a du mal parfois à percevoir les enjeux des autres pays. Voilà, et ça permet parfois de relativiser ces problèmes aussi quand on entend certains témoignages. Florie, cette découverte du milieu international, peut-être toi aussi une réaction? Moi, c'était ma première biennale, donc pour moi, c'était un moment extrêmement riche aussi de se rendre compte que… un peu plus près de ton micro. Voilà, c'était un moment extrêmement riche et de se rendre compte de cette diversité, voilà, 23 pays représentés et puis effectivement des problématiques propres au pays et qui font se poser des questions aussi, des fois sur nos propres difficultés à faire vivre l'éducation nouvelle dans notre pays, quand on voit effectivement les enseignantes au Liban qui, malgré toutes les difficultés, résistent quand même et continuent à enseigner dans ces écoles alternatives. Donc oui, pour moi, c'était un vrai moment d'espoir. Alors j'entends bien tout ce que dit Yves et toutes les réflexions qu'on doit avoir pour s'ouvrir davantage. Mais c'est vrai que vraiment cette impression d'une dynamique qui se recrée. Peut-être on parlait au début du webinaire d'un moment historique. Alors moi je suis toute jeune dans ce mouvement-là et pour moi j'ai eu l'impression de participer à ce mouvement vers l'avant, à cette reconstruction collective qui nous manque beaucoup aujourd'hui, cette convergence qui est nécessaire pour avancer et pour résister et proposer un projet de société désirable. Merci à toi. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, Jean-Luc, est-ce que la crainte n'est pas que ça reste essentiellement un débat franco-français, quoi? C'est une crainte, voilà. Plus on a de copains et de camarades qui viennent de pays différents, bien sûr, plus ça nous aide aussi à donner à ces biennales vraiment un caractère international. Voilà, donc je pense que il y a deux questions en fait derrière cet échange. Il y a la question de la langue, c'est vrai. Les biennales, elles sont portées par des mouvements qui sont quand même essentiellement des mouvements francophones. Voilà, donc même si on progresse dans notre capacité à considérer des gens qui ne parleraient pas le français, on a traduit, on a fait un effort de traduction des documents écrits, on a essayé d'organiser les traductions chuchotées, mais voilà, aller au-delà, bien sûr, dans la question des langues, c'est aussi une question de moyens, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des interprétariats en direct avec des cabines et tout ça, donc voilà. Et puis ensuite, après, il y a une autre question, et c'est sans doute la question principale, en tout cas, moi, une des questions qui m'intéresse pour les prochaines biennales, c'est comment faire en sorte que l'on ne traite pas les problèmes ou les sujets uniquement à partir d'une approche française, mais qu'on les traite avec une approche plurielle et qu'on puisse effectivement
donner aux témoignages de pratique, aux débats, aux conférences, cette capacité de pouvoir interroger les sujets à partir d'une approche qui considère l'interculturel, ou qui considère le fait que dans différents pays, ce même sujet peut avoir des résonances différentes. Et ça, c'est un véritable enjeu, et c'est ça qui donnera à la Biennale, au Biennale futur, une réelle dimension internationale. Oui, tu parles d'avenir. Comment connaître les dates des prochaines biennales? Est-ce qu'il y a déjà une date fixée pour l'année prochaine, un lieu? Est-ce que c'est en cours de... Absolument pas. Ouais. On sait que d'abord, c'est tous les 2 ans, donc on est plutôt là sur un rendez-vous en 2024. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle Biennale. Hein. Voilà, Voilà. Ça, on reste cohérent là-dessus. Donc, plutôt rendez-vous en 2024. On a un bilan en ce qui nous concerne le 10 décembre prochain. Donc, je pense qu'on essaiera là de donner une échéance à peu près un peu plus précise. Mais c'est plutôt rendez-vous en 2024. Et où est une bonne question. Voilà. Bon, je voudrais, il est temps de conclure parce qu'on pourrait rester encore longtemps. On a quelques questions qu'on voulait évoquer, qu'on n'a pas pu... on n'a pas pu évoquer, pardon, puisque le temps d'un webinaire, c'est 1 heure, on est à 1h10 maintenant, voilà. Il est donc maintenant temps de clore ce débat en vous remerciant tous les 4 de votre présence et de vos interventions, Ben, Assa également. Donc vous pouvez enregistrer le chat par les 3 petits points qui sont en bas à droite de la fenêtre de discussion, mais ce sera en ligne sur le site des cahiers pédagogiques. Ça sera très rapidement donc mis en ligne. Pensez que nos revues, nos mouvements, nos associations, je parle de l'ensemble des associations participantes à Convergence, sont militantes avec des moyens non seulement limités, mais de plus en plus limités par des subventions en forte baisse. Tous ces mouvements fonctionnent par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes, l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Vous pouvez nous rejoindre, nous faire connaître, adhérer. Tout cela est la condition de la vie pour la suite. Hein. D'un point de vue des cahiers pédagogiques, les prochains webinaires auront lieu mercredi 7 décembre à partir de 18h vers une éducation numérique. Ça fera suite à la sortie de notre dernier dossier. Le 14 décembre, nous explorerons la notion d'excellence, toujours à 18h. Enfin, n'oubliez pas nos podcasts La classe résonne en ligne sur notre site dans la rubrique nos autres publications. Surveillez nos sites cahiers pédagogiques, mais aussi les sites des différents mouvements. Vous les avez eus dans le chat. Merci à vous. Bon week-end à vous.